Mes parents ont jeté ma valise sur la pelouse et ont changé les serrures, pendant que ma sœur regardait par la fenêtre de ce qui était autrefois ma chambre. Les voisins ont tout filmé. Je n'ai pas pleuré. J'ai passé un coup de téléphone. 15 minutes plus tard, un homme est arrivé. Mon père est sorti en trombe, hurlant de rage. Puis son visage est devenu blême. Il a regardé la maison, puis moi. Mes parents ont jeté ma valise sur la pelouse et ont changé les serrures, pendant qu'une silhouette sombre regardait par la fenêtre de ce qui était autrefois ma chambre. Les voisins étaient déjà en train de tout filmer. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement sorti mon téléphone et composé un seul numéro. 15 minutes plus tard, un homme est arrivé. Je suis Hélène Fournier. La valise a heurté l'herbe sèche avec un bruit sourd et lourd sous le soleil provençal. La poussière s'est soulevée autour d'elle alors que mon second sac dévalait les marches en terre cuite, laissant des vêtements se répandre sur le sol chaud. Mes parents, Stéphane et Denise, se tenaient sur le porche, les bras croisés, les visages fermés comme s'ils avaient répété ce moment. Derrière eux, à travers la fenêtre de l'étage, ma fenêtre, une silhouette s'attardait derrière le rideau, immobile. Les téléphones étaient sortis avant même que je bouge. Madame Élie d'à côté, les Thomas d'en face, même le discret monsieur Rami de la maison du coin, tout le monde filmait, capturant ce que mes parents pensaient clairement être mon pire moment. Mais je suis resté calme. Ma main tremblait légèrement tandis que je faisais défiler mes contacts jusqu'à un numéro enregistré des mois auparavant. J'ai appuyé sur appeler. La voix à l'autre bout du fil était stable. 15 minutes. Je me suis assise sur ma valise, là, sur la pelouse, et j'ai attendu. Exactement 15 minutes plus tard, une berline grise s'est garée. Un homme en costume usé en est sorti, la peau tannée par des années sous le soleil du sud, portant une vieille mallette en cuir. Il a marché droit vers moi. « Hélène Fournier ?» a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête. Il ne m'a pas dit un mot de plus. Il s'est dirigé vers la porte d'entrée et a sonné 3 coups brefs et insistants. Mon père a ouvert la porte d'un coup sec, le visage rouge de colère. « Qui diable êtes-vous » L'homme a tendu une épaisse enveloppe. Les yeux de mon père ont parcouru les pages. La couleur a quitté son visage. Il a regardé la maison, puis moi. Cette histoire de trahison familiale et de karma instantané vous a accroché dès le premier lancer. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Mon moment préféré a été quand cette enveloppe est sortie et que tout a basculé. Quel a été le vôtre? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Racontez-moi la seconde exacte où vous avez su que les choses allaient changer, et abonnez-vous pour ne jamais manquer ces histoires de vengeance réelle qui frappent plus fort que la fiction. Je me tenais sur le trottoir, mon chemisier de bureau encore poussiéreux du trajet de retour, regardant mon père traîner la deuxième valise sur le porche. Il ne la portait pas avec soin. Il l'a juste poussée violemment, la laissant rebondir sur les 3 marches en terre cuite pour atterrir avec un raclement sur le gravier chaud en contrebas. Des vêtements dépassaient de la fermeture éclair, captant la dure lumière de l'après-midi. Ma mère se tenait juste à côté de lui, sa voix portant clairement à travers le jardin et dans le voisinage. Cette maison va donner à Romane la stabilité dont elle a besoin, a-t-elle annoncé fort, comme si elle le déclarait à toute la rue. Elle est jeune, elle commence sa vie, elle prévoit bientôt de fonder une famille. Tu es une adulte, Hélène. Tu peux prendre soin de toi maintenant. Ces mots ont frappé plus fort que la chaleur qui montait du sol. J'ai baissé les yeux sur la vieille valise, celle avec la nouvelle entaille sur le côté. Grand-mère Odile me l'avait donnée le jour de ma remise de diplôme, ses mains déjà tremblantes alors qu'elle la plaçait dans les miennes. Pour tous les endroits où tu iras, avait-elle dit avec ce sourire tranquille. Je l'avais rempli d'espoir à l'époque. Un souvenir a jailli, rapide et vif, le 18e anniversaire de Romane, la Mini Cooper blanche flambant neuve garée dans l'allée, un ruban noué autour comme un cadeau de magazine. Mes parents rayonnaient à côté d'elle pendant qu'elle les serrait dans ses bras, les clés pendantes. Mon propre 18e anniversaire avait été un gâteau fait maison et la promesse que je paierais mes études en travaillant. J'avais pris le bus de ville tous les jours, 2 correspondances à chaque trajet, les livres lourds sur mes genoux, tandis que Romane se faisait conduire par des amis dans des voitures climatisées. Un autre flash, l'été des 21 ans de Romane, le voyage familial en Europe entièrement financé par mes parents. Café parisien, théâtre londonien, les photos inondant les réseaux sociaux. J'étais resté derrière,
prenant des heures supplémentaires au bureau pour payer mon loyer, ne recevant qu'une carte postale qui disait « J'aimerais que tu sois là », de l'écriture soignée de maman. Le soleil tapait sans pitié, transformant l'air en une vague chatoyante. La sueur coulait entre mes omoplates, mais je n'ai pas bougé pour l'essuyer. De l'autre côté de la clôture, Madame Ellie est apparue avec une chaise pliante dans une main et une bouteille d'eau fraîche dans l'autre. Elle les a posées à côté de moi sans un mot au début, puis s'est penchée. Odile n'aurait jamais supporté ça si elle était encore là, a-t-elle murmuré, sa voix basse mais ferme, les yeux jetant un coup d'œil vers la maison. J'ai pris la bouteille, la condensation fraîche contre ma paume, et je me suis assise sur la chaise. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, mais j'ai gardé une expression stable, respirant lentement. Pas de cris, pas de supplications. Cela n'allait rien changer maintenant. D'autres voisins sont sortis sur leur porche. Les Thomas se tenaient ensemble sous leur tonnelle, les bras croisés. Monsieur Ramy s'appuyait contre son camion, le téléphone toujours à la main. Quelques autres s'attardaient au bord de leur jardin, le genre de rassemblement silencieux qui se produit lorsque quelque chose d'important se déroule dans une petite communauté. Des chuchotements flottaient dans le vent sec, trop faibles pour distinguer les mots, mais la tension était palpable. La silhouette derrière le rideau à l'étage a légèrement bougé, puis a disparu. Je savais à qui appartenait cette chambre, la mienne depuis l'enfance, celle avec la vue sur les lavandes que grand-mère avait plantées des décennies auparavant. Tout dans ce moment semblait délibéré, planifié. Papa s'est retourné vers la porte, maman le suivant de près. Le déclic de la serrure a été audible lorsqu'ils l'ont de nouveau verrouillé, un son final qui a résonné dans l'immobilité. Les cigales chantaient fort depuis la garrigue au-delà de la clôture, seul bruit rompant le silence pesant. J'ai dévissé la bouteille d'eau et j'ai bu une lente gorgée, le froid glissant dans ma gorge. Mon esprit a parcouru des années de petits moments qui avaient mené à cela, les corvées supplémentaires que j'assumais adolescente pour que Romane puisse se concentrer sur ses activités extrascolaires, la façon dont les vacances tournaient toujours autour de son emploi du temps dès son entrée au lycée, les commentaires discrets sur le fait que j'étais la responsable tandis qu'elle restait le bébé. Madame Ellie s'attardait à proximité, faisant semblant d'ajuster son tuyau d'arrosage mais restant à portée de voix. Quelques chaises supplémentaires sont apparues alors que d'autres voisins s'installaient, sans s'immiscer mais présents tout de même. Personne ne s'est approché du porche. Ils regardaient simplement depuis leur côté des limites de propriété. La chaleur irradiait du sol, faisant danser l'air au-dessus du gravier. Mes chaussures collaient légèrement au trottoir lorsque je déplaçais mon poids. L'entaille sur la valise a de nouveau capté la lumière, une marque à vif sur le tissu délavé. La voix de grand-mère a résonné dans ma tête, tirée de l'une de nos dernières conversations, la famille n'est pas toujours juste, mais tu protèges ce qui est à toi. J'ai posé la bouteille et j'ai mis mes mains sur mes genoux, la posture droite. Quoi qu'il arrive ensuite, je ne leur donnerai pas la réaction qu'ils attendaient. Le voisinage retenait son souffle avec moi, les cigales continuant leur chant sous le soleil implacable de Provence. La sonnette a retenti stridente et insistante, 3 coups brefs qui ont fendu l'air lourd. Mon père a ouvert la porte d'un coup sec, son visage congestionné par la chaleur et le triomphe qu'il avait ressenti quelques instants plus tôt. « Qui diable êtes-vous » a-t-il aboyé, remplissant l'embrasure de la porte comme s'il en possédait encore chaque centimètre. L'homme en costume n'a pas sourcillé. Il a simplement sorti une carte de visite de sa poche et l'a tendue. « Maître Laurent Bonvin » a-t-il dit d'un ton égal. « Je représente le propriétaire légal de cette propriété. » Papa a arraché la carte, les yeux se plissant en la lisant. Maman s'est pressée derrière lui, regardant par-dessus son épaule. L'homme, maître Bonvin, s'est avancé juste assez pour être entendu par tout le monde sur le porche et au-delà. Il a ouvert un dossier et a commencé à lire à haute voix, d'un ton clair et professionnel qui portait facilement jusqu'aux voisins qui regardaient encore depuis leur jardin. Acte de propriété enregistré il y a 2 ans, Odile Fournier a transféré la pleine et unique propriété de cette résidence à une fiducie irrévocable. La seule bénéficiaire et fiduciaire est Hélène Fournier. Tous les intérêts conjoints antérieurs détenus par Stéphane Fournier et Denise Fournier ont été supprimés, à compter de cette date. La prise de papa sur le cadre de la porte s'est resserrée. « C'est impossible » a-t-il lâché, sa voix montant d'abord, puis se brisant alors que les mots s'imposaient à lui. Il a secoué la tête vigoureusement, comme s'il pouvait chasser cette déclaration. Nous vivons ici depuis des décennies. C'est notre maison. Maman lui a fait écho, son ton incrédule. Ce n'est pas possible. Odile n'a jamais rien dit.
Puis sa voix a changé, s'adoucissant en quelque chose de presque suppliant. Il doit y avoir une erreur. Nous pouvons en parler, trouver une solution ensemble. De l'intérieur, j'ai entendu un léger mouvement dans les escaliers. Romane est apparue sur le palier, son visage devenant plus pâle à chaque marche qu'elle descendait. Elle s'est arrêtée à mi-chemin, s'agrippant à la rampe, évitant complètement mon regard. Maître Bonvin a continué sans élever la voix, s'en tenant à l'essentiel. La fiducie est irrévocable en vertu de la loi française. Aucune modification n'est possible sans le consentement de la bénéficiaire, qui n'a pas été donné. Hélène Fournier a le plein droit légal d'occuper les lieux immédiatement. Les chuchotements des voisins se sont faits plus forts, des bribes dérivant. Ça a toujours été la maison d'Odile, a murmuré une voix. Une autre a ajouté, elle l'a construite avec ses propres parents à l'époque. Papa a de nouveau essayé d'interrompre, en pointant un doigt. Vous ne pouvez pas débarquer. Maître Bonvin l'a coupé calmement. Les documents sont enregistrés auprès des services compétents. Des copies sont disponibles pour consultation. Il a refermé le dossier d'un claquement sec. Ma cliente peut entrer dans sa propriété maintenant. Maman a tendu une main vers moi, comme par-delà une barrière invisible. Hélène, ma chérie, ne faisons pas ça ici. Entre. Nous allons tout arranger. Romane a finalement atteint la dernière marche, hésitant près de l'entrée. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle voulait parler, mais rien n'est sorti. Je me suis levé de la chaise, sentant les yeux de toute la rue sur nous. L'air semblait plus épais qu'avant, chargé d'un changement irréversible. La colère de papa s'était dissipée en confusion, ses épaules légèrement affaissées. Les supplications de maman restaient sans réponse. Maître Bonvin s'est écarté, faisant un geste vers la porte ouverte. Après vous, mademoiselle Fournier. Le seuil que j'avais franchi des milliers de fois me semblait soudain une ligne tracée dans le sable. Les téléphones des voisins restaient pointés dans notre direction, témoins silencieux de ce qui allait suivre. Papa a bloqué l'entrée un instant de plus, fixant les papiers dans la main de Maître Bonvin comme s'il pouvait changer s'il les regardait assez fort. Maman a murmuré son nom d'un ton pressant. Romane a reculé d'un pas, croisant enfin mon regard une fraction de seconde avant de le détourner à nouveau. Maître Bonvin a attendu patiemment, le poids de la réalité juridique soutenant chaque seconde de silence. J'ai fait un pas en avant, puis un autre, traversant le gravier en direction du porche où j'avais grandi. Les murs en pierre semblaient familiers et pourtant distants maintenant, détenant des secrets que je n'avais jamais soupçonnés. Papa s'est finalement écarté juste assez pour me laisser passer. Son défi s'est effondré en quelque chose de plus silencieux, l'incertitude, peut-être même la peur. Alors que j'atteignais la porte, les chuchotements de la rue ont de nouveau enflé, un bourdonnement sourd soulignant le moment où tout a basculé. Maître Bonvin a fait une pause un moment, laissant le poids juridique s'installer, puis a continué sur le même ton mesuré. Votre grand-mère a agi par préoccupation. Elle soupçonnait que des plans étaient en cours pour vendre cette propriété afin de financer des opportunités prolongées pour le plus jeune membre de la famille. La mâchoire de mon père s'est crispée. Il a jeté un regard à maman, puis de nouveau à l'avocat. Nous pensions juste à l'avenir de Romane, a-t-il dit sur la défensive. Un programme plus long à l'étranger lui donnerait un réel avantage. Une redistribution équitable des actifs. C'est tout ce que c'était. Maman est restée silencieuse à côté de lui, ses yeux brillants, mais ses lèvres pressées l'une contre l'autre. Elle n'a ni défendu ni nié. Elle fixait juste le sol entre nous. Romane est restée légèrement en retrait derrière elle, les bras étroitement croisés, ne disant rien du tout. Le soleil de fin d'après-midi déclinait, projetant de longues ombres sur l'entrée et rendant l'air encore plus épais. La chaleur montait du béton en vagues, mais personne n'a bougé pour y échapper. Un souvenir a refait surface, clair et soudain, une soirée tranquille, quelques années auparavant, grand-mère Odile m'avait pris la main après le dîner et m'avait conduite dans son bureau. La pièce sentait les vieux livres et son savon à la lavande. Elle m'avait fait asseoir près du petit coffre-fort encastré dans le mur, ses doigts arthritiques mais fermes alors qu'elle me montrait la combinaison. Juste au cas où, avait-elle dit doucement, sans plus d'explication. J'avais pensé que c'était simplement la prudence de la vieillesse, une leçon pratique de quelqu'un qui se préparait à la fin. Maintenant, la raison s'emboîtait comme les gorges qu'elle m'avait appris à écouter. Maître Bonvin a légèrement ajusté sa position.
Odile Fournier a travaillé discrètement avec un conseil pour protéger cette maison ancestrale de toute transaction de ce type. La structure de la fiducie garantit qu'elle reste protégée spécifiquement contre les décisions qui pourraient favoriser un descendant par rapport à un autre. Papa a changé de pied, cherchant un appui. Elle ne nous a jamais parlé de tout ça. Si seulement elle avait dit quelque chose, nous aurions pu nous arranger en famille. Les mots sonnaient creux, même pour moi. Les discussions familiales chez nous avaient toujours penché dans un sens, et grand-mère l'avait clairement vu venir. Roman a finalement levé la tête d'une fraction, mais son regard est resté fixé quelque part au-delà de mon épaule. Aucune protestation, aucune question, juste le silence. L'avocat a hoché la tête une fois. Intention mise à part, les documents officiels enregistrés font foi. Toutes autres conséquences découlant de questions financières non liées seront traitées séparément par les autorités compétentes. Il n'a pas élaboré, mais l'implication flottait tout de même dans l'air. La tentative de justification de papa s'est éteinte dans le silence. Le silence de maman s'est approfondi, ses mains maintenant jointes devant elle. Debout sur le seuil où je m'étais arrêté quelques instants plus tôt, tout est devenu plus net. Grand-mère n'avait pas été paranoïaque. Elle avait été délibérée, stratégique à sa manière tranquille. Cette combinaison de coffre-fort n'était pas une préparation aléatoire. C'était une assurance, transmise uniquement à moi. La chaleur s'est faite plus pressante alors que le soleil déclinait, zébrant le ciel d'orange contre les montagnes lointaines. Personne n'a suggéré d'entrer pour parler. Le porche semblait maintenant un terrain neutre, ou peut-être le terrain de personne. Papa s'est frotté la nuque, évitant le contact visuel direct. Nous pensions bien faire pour les deux filles, a-t-il marmonné, plus pour lui-même que pour quiconque. Maman a finalement parlé, sa voix à peine plus qu'un murmure. Odile a toujours fait les choses à sa manière. Roman s'est rapproché du cadre de la porte, toujours sans un mot, sa confiance habituelle ayant disparu. Maître Bonvin a refermé calmement ses notes. C'est tout pour la clarification de la propriété. Ma cliente prendra possession comme elle l'entend. Le caractère définitif de sa déclaration laissait peu de place à la discussion. Les épaules de papa se sont affaissées d'un autre centimètre. Maman a cligné des yeux rapidement, détournant le visage. J'ai senti le changement en moi aussi. Pas exactement le triomphe, mais une clarté constante qui prenait racine. Grand-mère avait vu le schéma bien avant que je me permette de le reconnaître. Ces petites préférences au fil des ans n'étaient pas le fruit de l'imagination. Elles avaient été assez réelles pour provoquer une action en justice de la part de quelqu'un qui avait construit cette maison de ses propres mains des générations auparavant. Le vent du désert s'est légèrement levé, transportant du sable fin sur les marches. Personne ne l'a balayé. Papa a essayé une dernière fois. Il doit y avoir une certaine flexibilité ici. Une propriété familiale devrait rester. Maître Bonvin l'a interrompu doucement mais fermement. La loi reconnaît la fiducie enregistrée. La flexibilité ne fait pas partie de cette structure, par conception. La respiration de Roman est devenue audible, courte et rapide. Elle s'appuyait maintenant contre le mur, comme si elle avait besoin de soutien. Maman a tendu la main aveuglément vers le bras de papa, le trouvant ici accrochant. L'avocat a reculé, laissant de l'espace. Les questions restantes relèvent des canaux officiels. Cela a mis fin aux explications. Le porche est tombé dans un silence complet, à l'exception du faible bourdonnement du trafic lointain sur la route principale. Tout ce que grand-mère avait fait prenait soudain un sens parfait, silencieux, minutieux, protecteur d'une manière que seule elle pouvait gérer. Maître Bonvin s'est éclairci la gorge une fois de plus, sa voix tranchant la tension comme un couteau. Un dernier détail dans l'accord de fiducie, a-t-il dit calmement. Un déclencheur intégré activé par toute tentative non autorisée de refuser l'accès à la bénéficiaire, comme le changement des serrures sans permission. Cette action a automatiquement transmis un rapport aux services fiscaux, signalant des incohérences possibles dans les déclarations de dons et de successions passées. L'expression de mon père a changé instantanément. Le défi persistant a disparu, remplacé par un air d'alarme sincère qui a écarquillé ses yeux et entrouvert ses lèvres. Il s'est agrippé plus fort à la rampe du porche, ses jointures devenant blanches. Maman a couvert sa bouche de doigts tremblants, mais elle ne m'a pas blâmé. Au lieu de cela, elle a murmuré, presque pour elle-même, je voulais seulement garder notre famille unie. L'avocat a poursuivi sans émotion.
Le fisc va maintenant ouvrir un contrôle fiscal complet couvrant chaque transaction d'héritage et de don liée à cette propriété au cours des dernières années. Selon ce qu'ils découvriront, les pénalités plus les intérêts de retard pourraient atteindre des montants significatifs. Roman, qui était resté figé sur place jusqu'à ce moment, s'est soudain avancé. Sa voix est sortie épaisse et brisée. Je vous ai entendus tous les deux discuter de la fiducie il y a quelques mois, a-t-elle avoué, les yeux fixés sur le sol. Vous étiez inquiet de la façon dont cela pourrait affecter mes projets à l'étranger. Je n'ai rien dit parce que je pensais que rester silencieuse me serait bénéfique au final. Elle a finalement levé les yeux vers moi, les larmes coulant déjà. Hélène, s'il te plaît, donne-nous un peu plus de temps. Je les convaincrai que nous pouvons encore trouver un moyen de tout partager équitablement. Nous ne sommes pas obligés de perdre cet endroit. J'ai soutenu son regard, ma réponse silencieuse mais absolue. Il est trop tard pour ça. Roman s'est effondrée en sanglots qui secouaient tout son corps. Elle s'est affaissée sur la marche supérieure, enfouissant son visage dans ses mains alors que les pleurs devenaient plus forts, résonnant contre les murs environnants. Papa a reculé d'un pas, une main agrippant sa poitrine comme si la nouvelle l'avait physiquement frappé. Une peur réelle a gravé de profondes rides sur son front. Il a commencé à marmonner des calculs à voix basse, des chiffres d'arriérés d'impôts et d'amendes potentielles qu'il n'arrivait pas à croire. Maman s'est instinctivement approchée de Roman, serrant sa cadette dans ses bras, tandis que ses propres larmes commençaient à couler en flots silencieux sur ses joues. Elle l'a bercé doucement, murmurant des réconforts qui sonnaient creux face au poids de ce qui venait d'être révélé. Les voisins qui s'étaient attardés aux abords de leur jardin ont commencé à rentrer chez eux. Les porches se sont vidés un par un, les portes d'entrée se fermant avec des clics discrets. Quelques-uns gardaient leur téléphone levé de plus loin, capturant encore la scène qui se déroulait, mais la foule immédiate s'est dispersée. Maître Bonvin est resté debout patiemment, mallette à la main, prêt pour des questions qui ne sont jamais venues. L'ampleur totale du contrôle fiscal planait désormais sur tout, des années de déclarations rouvertes, chaque transaction examinée, des saisies possibles sur les actifs restants. Les pleurs de Roman ont continué sans relâche, brutes et désespérées. Elle haletait entre les sanglots, essayant de former des mots qui se dissolvaient avant de quitter sa bouche. Papa arpentait à nouveau la petite longueur du porche, plus vite cette fois, s'arrêtant de temps en temps pour fixer l'avocat comme s'il attendait une rétractation. Il n'y en a eu aucune. Maman serrait plus fort, sa propre respiration inégale. Le portrait de famille auquel il s'était accroché se fracturait davantage à chaque seconde qui passait. Je suis resté enraciné sur place, observant l'impact se propager comme des ondes. Aucune satisfaction, juste la reconnaissance de conséquences qui arrivaient enfin. Roman a brièvement levé la tête, le mascara zébrant son visage, cherchant sur mon visage le moindre signe d'adoucissement. N'en trouvant aucun, elle a baissé le regard et a pleuré plus fort. Papa a finalement parlé, la voix basse. Jusqu'où peuvent-ils vraiment aller avec ça? Maître Bonvin n'a offert aucune spéculation. Cela dépendra entièrement de leur conclusion. Maman a murmuré quelque chose dans les cheveux de Roman, trop bas pour être entendu, mais les sanglots de la jeune femme n'ont fait que s'intensifier. La dernière lumière du porche d'un voisin s'est allumée à l'approche du crépuscule, signalant la fin du spectacle public. Les vidéos circuleraient en privé plus tard, mais les témoins directs étaient partis. L'avocat a jeté un dernier coup d'œil à ses documents. Toute correspondance officielle arrivera par courrier recommandé. Papa a cessé d'arpenter, s'appuyant lourdement sur la rampe alors que la réalité s'installait. Maman continuait de tenir Roman, toutes deux tremblant maintenant. Tout ce sur quoi ils avaient compté, projet d'avenir, sécurité financière, unité familiale s'effondrait visiblement sous la nouvelle menace. J'ai senti le changement s'achever, irréversible. Les protections de grand-mère avaient des couches plus profondes que la simple propriété. Roman a réessayé entre deux halètements. On peut encore arranger. Les mots se sont perdus dans de nouvelles larmes. Papa s'est frotté le visage des deux mains, l'air soudainement pluvieux. L'étreinte de maman s'est resserrée, protectrice mais impuissante. La brise du soir s'est levée, rafraîchissant légèrement l'air mais ne faisant rien pour apaiser l'atmosphère sur le porche. Maître Bonvin a reculé, signalant qu'il était prêt à partir dès que je le lui indiquerais. La débâcle s'est déroulée entièrement. Pas d'interruption, pas de résolution rapide. J'ai tout regardé sans me rapprocher ni m'éloigner. Les conséquences avaient leur propre calendrier, et celui-ci suivait son cours sans pitié.
Romane s'est finalement calmée, réduite à des hoquets épuisés, toujours bercée par maman. Papa fixait le sol, perdu dans des calculs mentaux qui ne lui plaisaient pas. La maison attendait derrière moi, patiente et inchangée. Tout ce qui devait s'effondrer avait commencé. Maître Bonvin a sorti un dernier document de sa mallette et l'a tendu à papa. Notification officielle. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux. Vêtements et effets personnels uniquement. Pas de mobilier fixe, pas de meubles partagés déclarés comme propriété commune. Papa a pris le papier avec des mains tremblantes, le parcourant rapidement. Maman s'est penchée pour lire par-dessus son bras, son visage se vidant de la couleur qui lui restait. Je suis passé devant eux sans attendre la permission, franchissant le seuil familier pour entrer dans l'intérieur frais dont j'avais été exclu des heures plus tôt. La porte s'est refermée doucement derrière moi, étouffant les bruits de l'extérieur. L'odeur m'a frappé immédiatement, la terre sèche des murs en pierre mélangée à l'arôme faible et persistant du café fort que grand-mère préparait toujours dans sa vieille cafetière à piston. Elle m'a enveloppé comme un souvenir dont je n'avais pas réalisé qu'il m'avait tant manqué. Mes pieds m'ont mené directement dans le couloir jusqu'à son bureau, la seule pièce qui avait toujours semblé plus la sienne que celle de quiconque. Le plancher en bois a grincé aux mêmes endroits que d'habitude. Je ne me suis pas arrêté dans le salon ou la cuisine. Il y aurait du temps pour ça plus tard. Le coffre-fort était toujours encastré dans le mur derrière son bureau, caché par une photo encadrée de la maison à ses débuts. Je me suis agenouillé, mes doigts trouvant le cadran au toucher. La combinaison qu'elle m'avait apprise des années auparavant m'est revenue sans effort, tournée à droite jusqu'à l'année de son mariage, à gauche jusqu'à mon année de naissance, à droite à nouveau jusqu'au jour où elle et grand-père avaient acheté le terrain. Le mécanisme s'est ouvert avec un léger bruit sourd. À l'intérieur se trouvait une seule enveloppe crème, mon nom écrit de son écriture soignée et tremblante de l'époque où l'arthrite s'était aggravée. Je l'ai sorti et je me suis assise dans son fauteuil en cuir usé, celui qui portait encore l'empreinte de sa petite silhouette. Le papier semblait lourd alors que je le dépliais, 3 pages remplies de son écriture qui devenait plus tremblante vers la fin. Elle n'accusait personne directement. Au lieu de cela, elle racontait des moments ordinaires dont elle avait été témoin au fil des ans. Un paragraphe décrivait son retour précoce d'un rendez-vous chez le médecin, me trouvant dans la buanderie tard dans la nuit, pliant des uniformes de travail à la main parce que la vieille machine à laver était de nouveau en panne. Le lendemain, une machine neuve apparaissait pour la chambre d'étudiante de Romane quand elle est partie à l'université. Une autre section rappelait les soirs où je rentrais après mes services de fermeture au restaurant, me déplaçant silencieusement dans la maison sombre pour ne réveiller personne. Elle restait éveillée à écouter mes pas fatigués, sachant que j'avais besoin de ces heures supplémentaires pour payer les manuels scolaires, tandis que Romane dormait profondément dans le couloir, son emploi du temps toujours aménagé. La partie la plus difficile venait vers la fin, avoir entendu une conversation dans la cuisine sur la nécessité d'assurer la stabilité pour les projets futurs de la plus jeune, des mots qui lui ont fait réaliser que la maison elle-même pourrait être réorientée. Elle a écrit qu'elle ne pouvait pas supporter la confrontation dans ces derniers mois, ne voulait pas passer le temps qui lui restait dans des disputes qui ne feraient que me blesser davantage. Elle avait donc choisi le silence comme arme, travaillant avec des avocats pour construire des protections dont je n'aurais même pas connaissance jusqu'à ce que ce soit nécessaire. J'avais besoin que tu te concentres sur ta vie, expliquait-elle, pas sur des batailles que je pouvais gérer de loin. Les larmes ont brouillé l'encre alors que je continuais à lire. Elle décrivait les petites joies que nous avions partagées, jardiner ensemble au printemps, m'apprendre à faire la daube provençale comme le faisait sa mère, les après-midi tranquilles à lire côte à côte quand les mots n'étaient pas nécessaires. Chaque souvenir s'appuyait sur le précédent, peignant un tableau de sollicitude qui avait toujours été là, constant et inébranlable, même lorsque la dynamique du reste de la maisonnée changeait. Au moment où j'ai atteint ces dernières lignes, cette maison a abrité des femmes fortes pendant des générations. Maintenant, elle t'abrite complètement, les larmes coulaient librement sur les pages. Je ne les ai pas essuyées. Toute la retenue que j'avais maintenue pendant l'après-midi s'est brisée dans cette pièce silencieuse. Le poids de sa prévoyance, de son sacrifice de la paix dans ces derniers jours pour assurer la mienne plus tard, a déferlé sur moi par vagues. La maison semblait différente maintenant, pas vide, mais en attente, comme si elle retenait son souffle jusqu'au retour de son occupante légitime. Sa présence persistait dans chaque coin du bureau, les livres empilés sur l'histoire de la Provence, les photos délavées sur les murs, la faible odeur de café qui refusait de s'estomper. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai pressée contre ma poitrine, laissant les sanglots venir sans retenue pour la première fois. Pas pour ce qui s'était passé dehors,
mais pour l'amour qui avait anticipé chaque blessure et avait construit des murs contre elle bien avant que je sache qu'ils étaient nécessaires. La lumière à travers la fenêtre a changé à mesure que le soir s'approfondissait, projetant de longs motifs sur le bureau. Je suis resté là, dans son fauteuil, enveloppé par l'espace qu'elle avait façonné et protégé, sentant toute la force de ce qu'elle m'avait donné. Grand-mère n'avait pas seulement laissé une maison. Elle avait laissé la certitude, la sécurité, un héritage conçu spécifiquement contre les déséquilibres qu'elle avait tranquillement observés pendant des années. Quand les larmes se sont enfin calmées, j'ai replacé la lettre dans le coffre-fort et les refermé doucement. Le déclic a résonné doucement, scellant ces mots, mais pas leur impact. Me levant, les jambes de nouveau stables, j'ai regardé autour de la pièce qui m'appartenait désormais sans conteste. La protection qu'elle avait construite tenait bon. Une année s'est écoulée tranquillement. Mes parents ont fini par vendre leur masse dans le Luberon pour couvrir les pénalités fiscales et les intérêts de retard. La facture finale a été plus lourde qu'ils ne l'avaient imaginé, anéantissant la plupart de leurs économies. Ils ont déménagé dans un modeste appartement de 2 chambres à Aix-en-Provence, le genre avec des murs fins et une buanderie commune au sous-sol. Plus d'argent de poche, plus d'escapades le week-end. Les anciens voisins de notre vieille rue avaient tendance à détourner le regard lorsqu'ils les croisaient en ville. L'histoire s'était répandue lors des fêtes de quartier et des conversations informelles, transformant de simples connaissances en personnes qui avaient soudainement autre chose à faire. Romane n'est jamais allée en Europe. Le programme sur lequel elle comptait est tombé à l'eau sans le soutien financier. Elle a pris un poste de serveuse à plein temps dans un bistrot animé sur la Nationale 7, travaillant des services doubles la plupart des week-ends pour payer le loyer d'un appartement partagé avec 2 colocataires. Pour la première fois, chaque facture lui incombait entièrement, charges, courses, assurance auto. Plus de filets de sécurité de la part de maman et papa. Je vivais seul dans la Bastide, comme il se devait maintenant. J'avais remplacé chaque serrure peu de temps après leur départ, de la porte d'entrée au portail arrière. Le couloir a reçu une nouvelle couche de peinture terracotta chaude qui illuminait la lumière naturelle entrant par les fenêtres. Devant, j'ai ajouté plusieurs nouveaux pieds de lavande le long de l'allée, leurs épis captant le soleil constant et poussant vigoureusement dans le sol sec. Toute tentative de contact de leur part était immédiatement repoussée. Les numéros de téléphone étaient bloqués, les courriels filtrés vers la corbeille sans être lus, et les demandes sur les réseaux sociaux refusées sans une seconde pensée. Pas de courrier transféré, pas de rencontres accidentelles. Le silence de ce côté-là est devenu complet. La matinée commençait avec un café sur la terrasse, à regarder la campagne se réveiller. Les journées de travail semblaient plus légères, les décisions m'appartenant seules sans remettre en question les anciens schémas. Les soirées signifiaient cuisiner ce que je voulais dans la cuisine que grand-mère avait conçue elle-même, ou lire dans le bureau où ses livres tapissaient encore les étagères. Le voisinage s'est installé dans de nouveaux rythmes également. Madame Elie faisait plus souvent signe en arrosant ses plantes. Les Thomas m'ont invité à leur barbecue annuel, sans poser de questions gênantes. La vie a avancé sans le courant sous-jacent constant de favoritisme que j'avais pris l'habitude d'ignorer. Les amis de lycée de Romane publiaient parfois des photos en ligne, elle en uniforme de serveuse, souriant avec fatigue après de longs services. Je n'ai jamais aimé ni commenté, j'ai juste noté le changement et continué à faire défiler. Papa a pris une retraite anticipée, le stress du contrôle fiscal et des frais juridiques étant trop lourd en plus de tout le reste. Maman a pris un travail à temps partiel dans un magasin de loisirs créatifs, quelque chose pour occuper ses journées et aider avec les factures. Leur monde s'est rétréci d'une manière à laquelle ils ne s'étaient pas préparés. Ma propre routine s'est enracinée plus profondément dans la maison. J'ai restauré les poutres en bois du salon et accroché de nouveaux rideaux qui laissaient entrer plus de lumière. Le jardin s'est agrandi avec des plantes indigènes nécessitant peu d'eau, prospérant dans le climat rude, tout comme la structure qui les entourait. La liberté avait un goût différent de ce que j'avais prévu, pas dramatique, mais stable. Pas d'appel surprise exigeant des explications, pas de culpabilisation déguisée en inquiétude, juste de l'espace pour respirer pleinement pour la première fois. Des nouvelles occasionnelles filtrées par des connaissances communes, Romane sortait avec quelqu'un de son travail, mes parents célébraient un anniversaire tranquille dans leur petit appartement. J'écoutais poliment quand le sujet était abordé, puis je changeais de conversation. La maison elle-même semblait se tasser, ses craquements et ses tassements sonnant contents plutôt que tendus. Les nuits étaient paisibles, les étoiles brillantes au-dessus à travers le puits de lumière que grand-mère avait insisté pour installer. L'indépendance n'était pas solitaire. Elle semblait mériter,
solide, construite sur les fondations qu'elle avait tranquillement assurées. Certains jours, je longeais la limite de la propriété, vérifiant les nouvelles plantes, sentant la brise sèche emporter les derniers, et si. La rupture est restée absolue. Pas d'anniversaire reconnu, pas de fête partagée. La frontière tenait bon. La vie a continué sous sa nouvelle forme, des finances plus simples pour eux, une autonomie complète pour moi. La garrigue gardait ses secrets, et moi aussi. Je me tenais dans le jardin devant la maison alors que le coucher de soleil peignait le ciel de rouge et d'orange profond, arrosant la rangée de nouveaux cyprès que j'avais plantés le long du chemin. Leur silhouette captait la dernière lumière, fine et résiliente contre l'air sec. Les longues ombres des lavandes s'étiraient sur les murs chauds en pierre, adoucissant les contours de la maison qui se tenait là depuis des générations. J'ai fini avec le tuyau, l'ai enroulé proprement, et j'ai marché jusqu'au portail en fer au bord de la propriété. Ma main s'est refermée sur la serrure, la tournant fermement jusqu'à ce que le déclic résonne dans le calme du soir. Le vent se déplaçait à travers la terre ouverte au-delà, transportant de fins grains de poussière qui murmuraient contre le métal. Cette maison restait solide dans le rude paysage provençal, ayant vu des femmes avant moi affronter les difficultés et s'en sortir par leurs propres moyens. Elle contenait des histoires dans ses murs épais, une résilience transmise sans fanfare. Je ne regardais plus en arrière vers ce qui avait été. Le pardon n'était pas quelque chose que j'offrais, et la porte restait fermée à quiconque tentait de revenir de ce chapitre. La vie continuait ici selon mes propres termes, dans l'espace que grand-mère avait tranquillement assuré exactement à cette fin, une liberté complète des attentes qui ne m'avaient jamais servi. Tout se résolvait à cette simple réalité. Plus de négociations, plus de liens persistants. Juste le vaste silence de la campagne s'étendant, ininterrompu et indifférent. Le dernier tour de serrure marquait la fin de toute possibilité de rouvrir de vieilles blessures. J'ai reculé à l'intérieur, fermant le portail derrière moi. Les étoiles ont commencé à apparaître au-dessus alors que la nuit s'installait. La maison m'a enveloppé dans son silence familier, un sanctuaire construit et protégé à travers les décennies. Ce que grand-mère a donné n'était pas seulement une propriété. C'était la permission de choisir mes limites sans excuse, de construire une vie non accablée par le favoritisme ou la culpabilité. Certains liens, une fois rompus, le restent. La paix d'accepter cela s'est avérée plus profonde que toute réconciliation forcée n'aurait pu l'offrir. J'ai traversé les pièces, éteignant les lumières une par une. La structure a craqué doucement dans la nuit qui se rafraîchissait, contente de sa fonction. Dehors, le vent continuait de souffler, emportant tout ce qui n'appartenait plus. L'indépendance ressemblait à ceci, fermement enracinée, ouverte à l'horizon, fermée à ce qui tentait de la diminuer. La Provence enseignait l'endurance. Grand-mère enseignait la protection. Ensemble, elles m'ont laissé la clarté. Pas besoin de mots, pas de place pour le regret. Le silence enveloppait tout, complet et inflexible. À la fin, c'est ce qui restait. La force tranquille de se tenir seul lorsque c'est nécessaire, ne transportant que ce qui comptait vraiment. L'air de la nuit s'est rafraîchi rapidement, comme toujours dans le sud. Je me suis arrêté à la fenêtre donnant sur le jardin, regardant les cyprès s'installer dans l'obscurité. Leurs formes sont devenues des silhouettes contre le ciel étoilé, rappelant comment la vie prospère dans des conditions difficiles avec les bonnes fondations. J'ai tiré les rideaux, scellant la vue mais pas le sentiment. La maison respirait avec moi, ses murs en pierre retenant la chaleur de la journée bien après la disparition du soleil. Chaque coin reflétait désormais les choix que j'avais faits depuis que j'en avais pris pleine possession, de simples réaménagements de meubles, des livres placés où je le voulais, pas de compromis pour les préférences des autres. Le sommeil venait facilement ces nuits-là, non perturbé par des messages sans réponse ou des coups inattendus à la porte. Les matins apportaient la même lumière fiable filtrant à travers les poutres, commençant des journées qui appartenaient uniquement à mon rythme. La prise de conscience a grandi avec le temps, la vraie sécurité n'était pas dans les chiffres ou l'histoire partagée, mais dans le fait de savoir que personne ne pouvait plus me l'enlever. La prévoyance de grand-mère avait créé ce noyau incassable. J'ai parcouru le couloir une dernière fois avant de me coucher, le bout de mes doigts effleurant les surfaces fraîchement peintes qui ne portaient plus de traces d'anciennes disputes. L'air sentait le propre, la terre et la possibilité. Dehors, le mistral soufflait au loin, sa voix portant à travers la terre vide. J'écoutais sans crainte, faisant maintenant partie du paysage. La serrure du portail tenait bon, une barrière petite mais symbolique. Aucune invitation lancée, aucune ouverture laissée.
La liberté avait un goût pur, comme l'air vif de la nuit après une pluie rare. Les étoiles tournaient au-dessus, témoins indifférents des drames humains en bas. La maison se tenait comme elle l'avait toujours fait, endurante, silencieuse, mienne. C'était suffisant. Plus que suffisant. Le vent a fini par tomber, ne laissant que l'immobilité. J'ai éteint la dernière lumière, laissant l'obscurité s'emparer de l'intérieur. Demain apporterait sa propre lumière, son propre calme, et je l'accueillerai selon mes propres termes,